Voilà, nous allons continuer la série des vidéos. Alors, la fois passée, nous avons vu la gestion des utilisateurs et nous avons exploré toutes ces commandes. Et là, nous allons voir maintenant la gestion des permissions. Et particulièrement, nous allons voir ces trois commandes ici. Alors, lorsque vous voulez voir les permissions, on utilise la commande ls-l. Et là, vous avez un tas d'informations qui vous est présenté ici. Et les permissions sont particulièrement concernées par la première partie que vous avez ici. Et si vous regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 éléments. Et sur les 10 éléments, vous avez une première partie là qui a sa signification. Et vous aurez le reste ici. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Pour comprendre, nous allons revenir ici. En fait, quand vous gérez les permissions des utilisateurs, vous avez d'abord la première partie qui peut être soit un tiret, comme ce que vous avez ici. Là, vous avez un tiret. Si vous avez un tiret, cela signifie que la ressource est un fichier ordinaire. Si vous avez la lettre D, cela signifie que c'est un répertoire. Comme ici, on a la lettre D. C'est un répertoire. Vous voyez, ça, c'est un répertoire. Il est bleu. Et ça, ce sont des fichiers. C'est un tiret. Si vous avez la lettre L, cela signifie que c'est un lien symbolique. Souvenez-vous, on avait créé ce lien symbolique ici. Vous avez ici L, donc c'est un lien symbolique, un raccourci au fait. Si vous avez la lettre P, ça sera un tube nommé. Si c'est la lettre S, ça sera un socket. Le C, ça sera pour périphérique de type caractère. Et les B, périphériques de type bloc. Les périphériques de type bloc, c'est souvent des disques. Et les périphériques de type caractère, ce sont des terminaux. Alors pour voir cela, on va venir ici. On va regarder. On va faire ls dans le répertoire dev. Oh, désolé. Je vais ajouter ls-l. Et ici, regardez, vous avez par exemple, ça ce sont des terminaux, les TTY. Et ici, on a le C. Ça signifie que c'est un périphérique de type caractère. Et lorsque vous avez des disques, là, vous aurez des périphériques de type bloc. Alors, pour les disques, vous avez les SDA. Vous voyez ici les SDA A, etc. Ça, c'est un disque. Vous avez la lettre B. C'est un périphérique de type bloc. Pour ce qui est des sockets, il n'est pas évident d'en trouver. Mais si c'était qu'il y avait un socket, vous allez voir, il y aura la lettre S. Ici, il n'y en a pas. Pour les sockets, vous aurez la lettre S ici. Pour les tubes nommés, vous aurez la lettre P. Alors, c'est pas aussi évident de voir les tubes nommés. Je vais essayer de voir ici. L. On va essayer de voir dans le répertoire propre. Alors ici, vous n'avez pas non plus de tubes nommés. Voilà, il n'y en a pas. Mais c'est important de savoir. Alors ça, c'est pour la première partie de la commande. Mais maintenant, les restes de la commande, qu'est-ce que ça signifie? En fait, le reste de la commande, vous avez trois parties. La première partie peut être RWX. Ça concerne les permissions de l'utilisateur. Et c'est quoi une permission? C'est tout simplement un droit d'accès. Vous aurez les trois autres parties qui seront les droits pour les groupes dans lesquels appartient l'utilisateur. Et les trois autres, ça sera pour les autres. Ça veut dire les groupes. Ça veut dire ce qui n'est ni les groupes de l'utilisateur, ni l'utilisateur lui-même. Alors si on regarde ici, vous avez d'abord la première partie, c'est ça. Ça peut être R, W ou X. Ça, c'est pour l'utilisateur.
La deuxième partie, ça peut être aussi R ou W ou X. Ça, c'est pour les groupes de l'utilisateur. C'est ça, les groupes de l'utilisateur. Ça, c'est l'utilisateur et ça, c'est son groupe. Et vous avez la troisième partie ici qui concerne les autres. Cela signifie ce qui n'est ni l'utilisateur ni le groupe de l'utilisateur. Et si vous regardez ici, tout ce qui est dans ces répertoires ici est propriétaire de cet utilisateur et appartient dans le groupe de l'utilisateur ici, SIFA. Mais vous verrez d'autres cas. Si par exemple je faisais ceci, je faisais ls, ls-l, et puis j'ai fait par exemple home comme ça, vous allez voir qu'ici, il y a ici, ça c'est les groupes, c'est l'utilisateur. Là on a Patrick, ici on a Sifa, ici on a user 1, etc. Mais regardez les groupes, ils changent. Ici on a teacher, ici on a student, ici on a Sifa et là on a Patrick. Et là vous avez Yannick comme utilisateur et ça c'est les groupes. Voilà un peu ce que vous avez les trois parties là. Maintenant, que signifie les R, que signifie les W, que signifie les X? Alors, vous devez savoir que par défaut, les répertoires ont le droit en exécution, c'est ça les X execute. Et le droit en exécution signifie qu'on peut taper dessus la commande CD. Par exemple, je vais revenir ici dans les répertoires ici. Ici, par exemple, les répertoires images, c'est un répertoire parce qu'ici il y a des. Ici, on dit que l'utilisateur a les droits d'exécution, c'est ça les X. Ça veut dire l'utilisateur peut faire CD et puis il met image comme ça. C'est ce que ça signifie. Si il n'a pas les droits d'exécution ici, la commande CD va échouer. Et regardez, les groupes ont aussi ces droits. Ça veut dire tout utilisateur qui est dans les groupes ici, SIFA, peut taper la commande CD sur ce répertoire ici. Et ici, tous ceux qui ne sont pas de ce groupe, ni l'utilisateur SIFA, peuvent aussi taper la commande CD dans ce répertoire. On va tester. Par exemple, si on regardait l'utilisateur ici, user 1, il est dans le groupe SIFA, c'est user 2 n'est pas dans le groupe SIFA, ça veut dire il est dans la catégorie des autres. Il a les droits d'exécution. Alors je fais ça et je vais faire switch user, j'ai dit user 2, je mets le mot de passe. Ensuite, je vais faire quoi? Je fais cd slash home slash SIFA slash image. Et vous voyez, ça accepte. Pourtant, je suis l'utilisateur user 2. Mais comme je suis dans la catégorie des autres, j'ai les droits d'exécution ici. C'est ce que ça signifie. Alors là, on retourne. On va se déconnecter. Puis, vous avez ici, toujours, on peut considérer le même répertoire. Vous avez R signifie read et W signifie write. Ça veut dire si vous avez les droits de read, vous pouvez utiliser la commande ls. Donc je peux faire ici ls image comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai les droits des lectures, c'est ça les reads. De même, je peux retourner, je me connecte comme l'utilisateur ici user 2. Je mets le mot de passe et je vais effacer l'écran. Je fais ls-l. C'était le répertoire ici images. Regardez, il a les droits des lectures. Regardez le current directory. Je suis dans le répertoire des SIFA. Je fais ls images. Voilà, ça marche. Pourquoi? Parce que je suis dans la catégorie des autres, mais j'ai le droit des lectures parce que je ne suis pas ni l'utilisateur SIFA ni dans le groupe SIFA. Si vous vérifiez comme ça,
vous faites groups, vous voyez, il est dans les groupes teacher. Alors, regardez ici, les autres n'ont pas les droits d'exécution, pardon, d'écriture. Mais ici, l'utilisateur a les droits d'écriture. Les groupes aussi n'ont pas les droits d'écriture. Et c'est quoi les droits d'écriture? C'est les droits de créer quoi que ce soit. Donc, si par exemple, je faisais mkdir comme ça dans Images, je vais créer un répertoire par exemple qui s'appelle test. Je ne serai pas autorisé parce qu'on me dit permission non accordée. Pourquoi? Parce que les autres n'ont pas les droits d'écriture. Alors, si même j'essayais de créer un fichier touch images comme ça, je vais créer le fichier file1.txt. Vous voyez, je n'ai pas les droits d'écriture. Pourquoi? Parce qu'on ne me l'a pas accordé. Alors, on avait vu que user1 était dans le groupe CIFA. Vous voyez, il est dans le groupe CIFA. Alors, à ce moment-là, si vous regardez les groupes aussi n'ont pas les droits d'écriture. On va essayer. Je vais faire SU user2, user1. Je mets le mot de passe. Voilà, je suis connecté comme user1. Je vais essayer de créer un répertoire. Je fais mkdir. Dans le répertoire images, je crée par exemple doc. Regardez, on me dit que je n'ai pas la permission. Tout simplement parce que dans ces répertoires, les groupes, et ceux qui sont dans les groupes n'ont pas les droits d'écriture. Seul l'utilisateur a les droits d'écriture. Voilà un peu ce que ça signifie. Alors, vous allez remarquer que lorsque un utilisateur a les droits d'écriture, mais n'a pas les droits de lecture sur un répertoire, vous aurez un comportement inattendu. C'est ce qu'on vous dit ici. Les droits d'écriture impliquent les droits de lecture. Obligatoirement, si vous donnez un droit d'écriture, vous devez aussi avoir les droits de lecture parce qu'on ne peut pas modifier ce qu'on ne peut pas lire. Et ici, le droit d'exécution implique les droits de lecture. Vous ne pouvez pas faire CD dans un répertoire si vous n'êtes pas capable de visualiser les contenus de ces répertoires. Alors c'est comme ça que quand vous faites des permissions, les permissions doivent être faites de façon intelligible. Alors il existe des permissions par défaut du système Ubuntu, Linux Ubuntu, et ça se fait dans tous les autres systèmes, ça dépend du type de système. Par exemple ici sur Ubuntu, on vous dit que tous les fichiers sont soumis à ce qu'on appelle les umask, qui donne un ensemble de permissions pour les systèmes. Et on vous dit que pour obtenir cette valeur, qu'est-ce que vous faites? Vous faites 666 et vous retranchez la valeur du umask. Et ça vous donne les permissions par défaut. Donc ici, si vous faites comme ça, je vais d'abord quitter pour retourner en utilisateur CIFA. Je fais exit. Je retourne en utilisateur user2. Je fais exit. Je redeviens l'utilisateur CIFA. Alors je fais umask. Voilà la valeur que ça vous donne. Et quand vous retranchez, vous faites 666 moins la valeur de umask ici. Vous allez trouver cette valeur ici. Et c'est cette valeur qui vous donne, à vrai dire, les permissions. Et comment est-ce qu'on a fait? Vous mettez tout simplement cette valeur en binaire. Si vous regardez ici par exemple, on vous dit que la valeur read, write, execute correspond à 111. Tout simplement, c'est 111. Et c'est 7 en décimale. De même ici, c'est 7. Et là aussi, c'est 7. Ça veut dire que la permission maximale correspond tout simplement à 111 une fois, 111 deux fois, 111 trois fois. Mais alors, quand vous mettez ça en décimale, ça vous fait 7, 7, 7 et 7. C'est ce que vous avez ici. On vous donne 7, 7, 7. Et une permission de ce genre, c'est une full permission. Ça veut dire c'est un répertoire ou un fichier permissible à 100% pour tout le monde. Mais alors, lorsque vous faites des changements,
vous allez voir, on met ici un trait. Les traits là, ça remplace un 0 tout simplement. Et si vous avez R et W et trait, ça vous fait quoi? Ça vous fait tout simplement 1, 1 et 0. Et ici, si vous avez encore 6, ça fait read, write et execute, il n'y a pas, ça fait 0. Et ici, vous avez 4, ça vous fait quoi? Quand vous mettez ça en décimal, c'est 1, 0, 0. Donc, ça vous fait quoi? Read, pas de write, pas d'execute. Et cette valeur vous donne en décimal 6, 6 et 4. Les 0 là, c'est tout simplement une valeur générique et c'est pas tellement très important. Et ce qui importe vraiment, ce sont les 3 participes, parce que c'est ce qui vous donne vraiment la vraie permission. Ça veut dire tout répertoire que vous créez aura par défaut une permission de ce genre. Donc pour l'utilisateur, read write tirer, pour les groupes read write tirer, et pour les autres read tout simplement. Ça sera pour un fichier, parce que normalement les répertoires auront le droit d'exécution. Alors on peut par exemple regarder ls-l. Regardez par exemple ce fichier ici. Ce fichier ici, il a été créé sans qu'on change de permission. Regardez, il a read, write et tirer, ça fait 1, 1, 0. C'est le file 1. Et puis vous avez read, write, tirer, ça fait 1, 1, 0. Et vous avez encore read tout simplement et rien. Donc vous avez 1, 0, 0. Et ça vous fait quoi? 6, 6, 4. C'est exactement la permission que vous avez ici. Ça, c'est une permission pour les fichiers. Et si vous avez un répertoire, ça sera pareil, sauf que vous aurez les droits d'exécution. Donc, on aura, si vous regardez par exemple le répertoire ici, code qu'on avait créé, regardez, l'utilisateur propriétaire SIFA a les droits d'exécution, le groupe a les droits d'exécution, et les autres ont le droit aussi d'exécution. Donc, qu'est-ce qui change? Vous avez read, write, execute. Vous avez read, write, execute. Et vous avez read, rien et execute. Et ici, ça vous fait quoi? 7, 7 et combien? Ça, c'est 5. Voilà un peu les permissions par défaut. Ça, c'est pour les fichiers. Et ça, c'est pour les répertoires. Alors, si vous voulez changer ça, vous utilisez la commande umask pour tout simplement changer. En fait, c'est pas très important de pouvoir changer ça, parce que c'est tellement suffisant pour que vous puissiez faire votre travail sans problème. Alors, une fois que vous avez compris ça, vous devez maintenant connaître comment est-ce qu'on change maintenant ces permissions. Et pour ce faire, vous utilisez la commande ici chmod. C'est une commande qui est très utilisée et elle peut s'utiliser pour un utilisateur système ou un simple utilisateur. Tout le monde a le droit de l'utiliser. Et la commande chmod permet de changer ces permissions. Maintenant, quelque chose de particulier, vous pouvez utiliser les lettres génériques ici. U pour signifier l'utilisateur, G pour signifier les groupes, O pour signifier les autres. Et si vous voulez changer la permission pour tout le monde, vous allez utiliser la lettre A qui signifie all. Alors vous avez le choix. Quand vous utilisez ces lettres ici, vous les associez avec des caractères génériques comme les plus pour ajouter, les moins pour retrancher, les signes d'égalité pour donner exactement une permission spécifique. Ou vous utilisez les nombres ici et vous allez convertir ça suivant les permissions que vous voulez. Si c'est par exemple read, write, execute, vous allez mettre un 7. Si c'est par exemple read, par write et execute, ça sera 1, 0, 1 et ça vous fait 100 et 5. Ça fait 100 et 5 et 100, pardon, 100 et 1 et 100 et 1 ça fait 5, donc vous mettrez 5. Si vous voulez que ce soit pour l'utilisateur, vous mettrez 5, pour les groupes vous mettrez aussi 5, etc.
Et c'est comme ça que vous avez les deux types de permissions à utiliser. Alors par exemple, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que Sifa va changer les permissions de file 1. Il veut par exemple autoriser, il va interdire au groupe d'avoir les droits d'écriture. C'est simple. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire chmod. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire au groupe, ici il utilise les termes génériques, les lettres génériques, il dit il va retrancher la permission d'écriture. Mais à quoi? Au fichier file 1. Et là, ça ne vous demande aucune confirmation. Lorsque vous faites ls-l, je dis par exemple file 1, vous allez voir ici, on avait ça, le groupe avait les droits d'écriture, mais ici le groupe n'a plus les droits d'écriture. Alors si par exemple il disait à tout le monde, il veut ajouter les droits d'exécution. Normalement un fichier n'est pas, quand on dit qu'un fichier on lui donne les droits d'exécution, ça semble être bizarre, mais vous verrez que c'est très significatif parce que sous Linux, les fichiers exécutables sont souvent des fichiers qui font des tâches automatiques. C'est comme des fichiers BAT de Windows. Et à ce moment-là, vous verrez, les fichiers vont changer de couleur. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Sifa va dire chmod. À tout le monde, il va ajouter la permission d'exécution. À quel fichier? À file 1. Et à ce moment-là, si je faisais encore la même chose, vous allez voir que le fichier a changé de couleur. Il est devenu vert. Et ici, vous voyez, on a ajouté les X pour les autres. On a ajouté les X pour les groupes et les X pour l'utilisateur. Alors, il peut dire par exemple que il va changer chmod. Il va par exemple donner aux autres, à l'utilisateur, il va juste donner la permission de lecture et la permission d'exécution. Et puis au groupe, il va donner la permission de lecture et il dit par exemple aux autres, il ne va rien donner. Donc on met tirer, tirer, tirer. À quel fichier? À file 1. Alors une fois qu'il valide, tout cela c'est déjà appliqué et on peut vérifier ici. Regardez, à lui-même il a les droits de lecture et d'écriture. Aux autres, au groupe, il y a juste le droit de lecture et aux autres on n'a aucun droit. Alors il peut changer, il dit bon, je ne vais pas utiliser les lettres comme ça, je vais maintenant utiliser des chiffres. Il va dire chmod, je dis par exemple 540. Et si vous regardez 540 en décimal, en binaire, ça fait 1, 1, 0. Pardon, 1, 0, 1, c'est les 5. Le 4, c'est 1, 0, 0. Et les 0, c'est rien tout simplement. C'est 0 comme ça. Et dans ces cas, donc il va donner une permission qui sera identique à celle qu'il y a ici, sauf que on va ajouter les droits d'exécution. Alors je vais valider, donc 540 au fichier file 1. Et quand je valide, je peux regarder ici, vous voyez les fichiers devenus exécutables juste pour l'utilisateur et pas pour les autres. Alors si vous voulez remettre les permissions qu'il y avait avant, file 1 avait read write et read. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit chmod. Donc à l'utilisateur, je vais donner à l'utilisateur et au groupe, on va donner la permission de read et de write. Et aux autres, on va donner la permission de lecture. Et puis vous faites ça. Et même vous pouvez laisser tout simplement à file 1. Ici on dit il y a un petit problème. Ok, je vais faire ça.
Voilà, si ça refuse, alors dans ce cas, ça n'accepte pas de mettre ici. Oh là là, regardez, j'ai commis une erreur. Ça, c'est user. User et groupe. Ça peut rester tel quel. Voilà, et vous validez. Il y a toujours un problème. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? On va séparer. Au user, on donne read writes. Au groupe, on donne... oh là là, j'avais mis ici 0. Donc, c'est ça les problèmes. Donc, ici, c'est 0 et non O. Ça, c'est les autres. Et ici, c'est user. Et là, on va valider. Vous voyez, ça s'est appliqué sans problème. Ce sont des petites erreurs que vous pouvez faire lorsque vous êtes en train de saisir. Donc, confondre le O avec les 0. Et ça, c'est un 0 et non O. Là, c'est vraiment O. Et si vous ne mettez pas en majuscule, c'est juste en minuscule. Vous faites alors ls-l file 1. Et regardez, on a donné à l'utilisateur et au groupe le droit de read et write et aux autres le droit de read seulement. Cette même commande, vous pouvez l'écrire autrement. Vous pouvez l'écrire de cette façon. Vous pouvez aussi écrire chmod. Faites au user et au groupe, on donne exactement read et write. Et puis aux autres, on donne tout simplement la permission de reads à file 1. C'est pareil et vous aurez exactement les mêmes résultats. Alors, cette commande chmod, ici, elle a été utilisée par un utilisateur normal. C'est pareil que le super utilisateur aussi peut utiliser la même commande chmod et il peut utiliser aussi d'autres commandes. Ici, par exemple, on va essayer. Le super utilisateur va changer le droit de ce fichier ici, file 4. Il va dire sudo chmod. Il va dire par exemple 740, par exemple 440. Le 4 ici, c'est read tout simplement et pas write. 440 au fichier file 4. Alors là, on va vous demander le mot de passe de super admin. Je mets sifa. Et quand vous validez, on peut vérifier ls-l file 4. Et regardez, à l'utilisateur, on a donné juste le droit d'écriture. Or, ici, on avait l'écriture et la lecture. Au groupe, on a donné juste le droit d'écriture aussi et aux autres, on n'a rien donné. Cela signifie que si Sifa venait modifier ces fichiers, il fait par exemple vim, je fais file 4. Lorsqu'il entre dedans, on va lui dire que le fichier il est en lecture seul. Il n'aura pas le droit de modifier quoi que ce soit. Alors si par exemple il veut modifier, lorsqu'il écrit quelque chose, on vous dit modification d'un fichier en lecture seul. Donc il sera impossible d'enregistrer ces fichiers. Si vous tentez d'enregistrer ici, on va vous dire que read only, on ne peut pas enregistrer dans ces fichiers. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout simplement annuler l'enregistrement. Alors c'est pareil si un utilisateur qui est dans les groupes Sifa, c'était par exemple comment ça, c'était user2, on fait groups user2, non c'était user1. Alors vous voyez, si user1 s'est connecté, faites su user1, mettez le mot de passe. Alors ici, si on veut éditer ces fichiers, il va faire par exemple vim file 4. C'est pareil, on vous dit que le fichier il est en lecture seul et vous ne pouvez rien faire à l'intérieur. Alors si on utilisait un utilisateur qui n'est même pas Sifa et qui n'est pas user1, donc qui n'est pas dans le groupe Sifa, par exemple user2, si vous faites on connecte user2,
Et là-bas, user2 va tenter d'éditer le fichier file4. À ce moment-là, on vous dit la permission est refusée. Ça ne vous montre même pas le contenu du fichier. Tout simplement parce que cet utilisateur est dans le groupe autre, other, et il n'a aucun droit sur les fichiers file4. Alors, c'est comme ça que même si vous avez un système de fichiers qui est hiérarchisé, vous pouvez gérer les permissions de façon vraiment transparente et de façon vraiment très avancée. Alors là, on a beaucoup plus exploité la commande chmod. Vous avez une commande ici change group qui permet de changer les groupes propriétaires d'un fichier ou d'un répertoire. Alors remarquez que cette commande normalement doit s'utiliser en mode administrateur. Ici, vous avez par exemple le fichier file1 qui appartient à l'utilisateur CIFA et qui appartient au groupe CIFA. Alors l'administrateur va dire par exemple qu'il va changer le groupe chgrp change group. Il va changer les groupes pour que ça devienne par exemple student. Alors il met ici le nom du groupe student et à quel fichier? Ça sera le fichier file1. Et une fois qu'il a validé, on va essayer de vérifier ls-l file1 et regardez, le fichier ici appartient désormais au groupe student et ça n'appartient plus à CIFA. Et regardez, bien sûr, le groupe avait le même droit que l'utilisateur, mais si par exemple on retranchait à l'utilisateur le groupe, les droits d'écriture, l'utilisateur CIFA ne pourra plus modifier ces fichiers parce que ça ne l'appartient plus. Ça l'appartient maintenant que les droits de lecture. Et regardez, les super utilisateurs peuvent venir, il dit chgrp, il va donner, il va dire change mode, chmod, à l'utilisateur, il va retrancher la permission d'écriture, Alors vous allez remarquer, à chaque fois que vous voulez changer une partie des permissions, vous utilisez les caractères génériques. Mais si vous voulez changer toutes les permissions, vous utilisez les nombres tout simplement. Et ici, à quel fichier? C'est file1. Et lorsqu'il valide, si vous venez regarder encore les permissions de ces fichiers, CIFA n'a plus le droit d'écriture dans son propre fichier. Donc si par exemple CIFA essayait de faire ici vim file1, vous voyez, on lui dit que le fichier est en lecture seule. Et à ce moment-là, il n'y a aucune modification qui peut être enregistrée. Quand elle tente d'enregistrer, ça refuse. Et là, on ne peut que quitter sans enregistrer. Alors voilà comment est-ce que le super administrateur peut faire certaines manipulations. Alors, il y a une dernière commande qui est la propriété privée du super utilisateur. La commande chown, qui signifie change owner. Et lorsque vous voulez changer le owner, vous avez deux cas. Vous pouvez changer soit l'utilisateur, tout simplement, soit vous changez seulement le groupe, soit vous changez et l'utilisateur et l'utilisateur et le groupe. Donc vous avez ces trois possibilités ici. Et c'est une commande que le super utilisateur utilise à sa guise. Alors on va tester ça. Ici on va faire ls-l. Alors par exemple ici les fichiers ici file3.doc, je vais changer ce fichier pour l'attribuer au groupe students et à l'utilisateur. Par exemple, je vais voir que l'utilisateur était dans students. Vous faites comme ça, ls-l, vous faites home. Je vais voir, voilà, user 5 est dans le groupe students. Mais des fois, si vous faites vous donnez des permissions, si vous donnez des permissions qui n'ont pas de sens, les utilisateurs ne sauront pas s'en servir. Par exemple,
cet utilisateur est dans le groupe 5. Je peux faire en sorte que le fichier appartienne à cet utilisateur, mais que ça soit dans le groupe de teacher. Ça n'aura pas de sens parce que cet utilisateur n'est pas dans le groupe teacher. Ça n'a pas vraiment d'importance de faire quelque chose pareil, sauf si vraiment c'est important. Alors regardez, le groupe de ces fichiers, ce file 3.doc, est CIFA. Il va devenir quoi? Student. Comment est-ce que je fais? Je vais faire tout simplement ici sudo. Si je ne mets pas le sudo, ça ne marchera pas. Change chown. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la ressource, va appartenir à l'utilisateur user 5 et vous pouvez mettre les doubles points ou les points et au groupe students. Et ici, vous allez appliquer ça à quel fichier? Le fichier, il va s'appeler file 3.doc. Alors ici, si je valide, on me dit que modification du propriétaire, opération non permise. Je dois être le super utilisateur. Je dois mettre là-bas les sudo et automatiquement, ça s'applique. Si je faisais ls-l, je fais ici file 3.doc, vous allez voir ici, l'utilisateur est devenu user 5 et le groupe student. Regardez. Ici, l'utilisateur était CIFA et les groupes CIFA. Voilà comment les super admins peuvent faire. Alors, il peut arriver que je vais tout simplement changer les groupes. Par exemple, le fichier ici, file 5, je vais le donner au groupe teacher. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je dis sudo chmod. Je vais changer le groupe, je peux mettre même le point. Je mets le groupe teacher, teachers. De quel fichier? Le fichier s'appelle file5.java. On vous dit que c'est pas correct. Oh là là, regardez, j'ai écrit chmod, c'est chown. Voilà, ça s'est appliqué. Et si vous faites ls-l file5.java, vous allez voir que ces fichiers appartiennent désormais au groupe teacher. Comme je vous ai dit, vous pouvez mettre le point ou vous pouvez mettre le double point, c'est pareil. Et dernière chose, je vais changer juste l'utilisateur propriétaire du fichier. Par exemple, je fais ls, je vais d'abord effacer ls-l. Je vais appliquer sur le fichier, par exemple, on peut prendre quoi? Je dis que je vais changer file 1. Ça ne va plus appartenir à CIFA, mais ça va appartenir à user 1, par exemple, ça ici. Et je vais changer les droits ici. Alors regardez, je peux faire ceci. J'ai dit sudo chown à qui? À user 1. User 1, je pense, était dans les groupes CIFA. Je vais voir groups user 1. Exact. Bon, c'est pas un problème. Je vais dire sudo chown à user 1. Je vais lui rendre le propriétaire du fichier file 1 qui se trouve dans le répertoire des CIFA. Ça s'est appliqué. Si vous faites ls-l, vous faites file 1, vous allez voir que ces fichiers appartiennent désormais à user 1, mais il n'a pas les droits d'écriture. Je vais changer ça. Je vais faire, regardez, CIFA n'est plus propriétaire de ces fichiers. Si elle essaie de faire chmod à l'utilisateur, il ajoute les droits d'écriture à file 1. Cette commande va échouer. On lui dit opération non permise. À ce moment-là, je peux taper sudo et là, ça s'applique.
Et si vous regardez la permission, vous allez voir, c'est user 1 qui a les droits. Alors user 1 va se connecter. Je fais ici SU user 1. Et là, je mets user 1. User 1 est connecté et il va éditer ces fichiers-là. Vim, file 1. Regardez, je suis dans ces répertoires. Peut-être pour vous montrer, faire CD comme ça. Et ici, si je fais print working directory, je suis dans son répertoire personnel. Si je vais accéder à file 1 qui est dans le répertoire CIFA, alors je dois faire vim, je fais comme ça, 2 points. Là, je quitte, je suis dans le répertoire home. Ensuite, j'entre dans le répertoire CIFA et j'ai le fichier file 1. Il peut éditer ces fichiers. Je viens là et puis je vais par exemple dire user 1 is editing this file. OK. Without CIFA's authorization. Alors regardez ici, il a édité ces fichiers sans demander l'autorisation à l'utilisateur CIFA parce que l'administrateur lui a accordé ces droits-là. Mais si vous regardez, vous faites ls, je vais faire comme ça, et puis là j'applique ls-l, vous allez voir que les autres ont juste le droit d'écriture, de lecture, ils n'ont pas d'autres droits. À ce moment-là, si je me déconnecte, je redeviens CIFA. CIFA peut faire ls, il peut faire less, ou bien même cat, il n'y a pas de problème. Cat file 1. Et là, il visualise le contenu du fichier. Alors voilà comment est-ce que cela se passe. Alors, dans les vidéos précédentes, je vous avais parlé des fichiers exécutables. On l'a fait ici. Mais alors, nous allons nous-mêmes créer un fichier exécutable qui fera une certaine tâche. Si je faisais ls, vous voyez, ici, je vais créer un fichier que je vais appeler exec file. Et ce fichier sera un fichier exécutable. Alors, je fais ceci. Vim exec file comme ça, .sh. Généralement, les fichiers exécutables, ils ont l'extension sh, c'est une règle, tout simplement. Et pour différencier un fichier sh, vous ajoutez ici une ligne un peu spéciale. Vous mettez, oh là là, je vais insérer. Alors, vous mettez ici cardinal. Vous mettez point d'exclamation. Vous mettez le chemin d'accès du shell /bin /bash. Ensuite, vous pouvez maintenant éditer. Ici, on va afficher un message avec la commande echo. Echo, this is a file created by the system. Par exemple, et ici, si vous voulez, vous pouvez mettre des soulignements comme vous voulez. C'est tout simplement pour vous montrer que vous pouvez faire beaucoup de choses ici. Je vais faire comme ça par exemple. Ensuite, je vais venir créer un fichier. Créer les fichiers avec la commande touch. Je veux dire par exemple touch f1.doc f2.cpp f3.java. Je peux par exemple créer des fichiers de programmation f1.c cpp java et j'ai dit f4.py python. Ensuite, après je vais dire je peux afficher un message echo files created
successfully. Et puis par après, je peux maintenant créer un répertoire. Je peux même mettre un message si je veux. Create a directory. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire des copier-coller. Vous pouvez lancer des processus, lancer des services et consorts. Je vais faire mkdir empty directory. Voilà. Après, je peux mettre ici echo. Je mets ici à la fin end task. Et puis je vais enregistrer ces fichiers. Je vais enregistrer. Et si j'ai regardé ls, vous allez voir que j'ai le fichier ici execfile.sh, mais je vais voir ses permissions ls-l. Vous allez voir que ce fichier n'est pas encore exécutable. Regardez, il n'est pas encore exécutable. Et je vais dire que ce fichier ne sera exécutable que pour l'utilisateur CIFA. Et peut-être pour le groupe, comme vous voulez. Alors vous faites chmod, l'utilisateur CIFA fait, chmod. Au user et au groupe, on va ajouter les droits d'exécution à quoi? Exec file.sh. Et lorsque vous faites ls-l, regardez, le fichier est devenu vert, il est devenu exécutable. Maintenant, comment est-ce qu'on peut utiliser ces fichiers? D'habitude, lorsque vous voulez exécuter un fichier exécutable, vous utilisez la commande ici, // et vous mettez le fichier, c'est execfile.sh et je valide. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que this is a file created by the system, ce qu'on a mis dans notre fichier. Puis on vous dit file created successfully. Et puis on vous dit create a directory. Ensuite, vous avez ici end task. Et si vous venez voir, vous faites ls, vous allez voir qu'on vous a créé ici f1.c, f2.cpp, f3.java et f4.py. Voilà. Et on vous a créé le empty directory. Voilà comment est-ce que vous pouvez faire pour manager les permissions dans un système Linux. Nous allons directement attaquer la partie ici sur la gestion des commandes de mise à jour du système. Alors regardez, vous avez plusieurs commandes. Il y a certaines commandes qu'on a déjà utilisées dans les vidéos précédentes. Vous pourriez voir dans la description. Ici, on a utilisé cette commande-là, on va la revoir ici. Je vais effacer l'écran. À quoi sert la commande apt update? C'est une commande qui permet à faire la mise à jour du système. Et vous devez normalement l'utiliser en tant que admin. Hein? Vous voyez ici, je ne suis pas les routes. On vous dit permission non accordée. Tout simplement parce que vous devez utiliser la commande en tant que admin. On dit sudo apt update. Et ici, ça va se connecter pour tenter de chercher les mises à jour. Si vous avez Internet, voilà, c'est en train de télécharger des mises à jour. Et une fois que ça va finir, vous aurez un message pour vous montrer que ça a terminé. Regardez, depuis la dernière fois que j'avais utilisé les mises à jour, je n'ai plus fait de mise à jour, mais regardez ici, c'est en train de télécharger quelque chose et vous attendez tout simplement. Généralement, quand vous avez une mauvaise connexion, il peut arriver que quand vous tapez la commande ici, la mise à jour peut échouer. Alors vous avez une autre commande que j'avais aussi utilisée dans la toute première vidéo où on avait configuré les réseaux, où je vous montrais comment est-ce que vous pouvez réparer au cas où votre connexion était mauvaise et il y a une coupure. Parce que quand il y a coupure, les paquets ne vont pas s'installer correctement et là vous aurez un petit problème. Alors on attend un tout petit peu.
Voilà, là c'est en train de progresser, mais ce n'est pas encore terminé. Aujourd'hui, la qualité de ma connexion internet n'est pas aussi bonne comme pour la précédente vidéo. Vous voyez, le système a téléchargé 11 mégas. Et là, ça va configurer ça pour attacher ces mises à jour à votre système. Voilà, ça a terminé. Alors, si par exemple ces mises à jour n'avaient pas marché, vous avez une commande que vous pouvez utiliser. Vous faites sudo apt update -- fix missing. C'est si votre connexion s'était interrompue en cours de chemin, vous utilisez cette commande et ça permet de réparer les paquets. Regardez, on vous dit que vous pouvez taper la commande ici pour vérifier les paquets qui sont possibles à être upgradés. Et ici, vous avez la commande ici, upgrade, mais vous avez la commande apt list. C'est la commande qu'on vous demande là. Et cette commande ici vous permet tout simplement d'afficher la liste des paquets qui sont possibles à être mis à jour tout simplement. Et ici vous utilisez avec l'option aussi upgradable. Moi je vais effacer l'écran. Alors je vais taper sudo apt list upgradable. Et là on va vous dire que ici vous avez 3 paquets que vous pouvez mettre à niveau. Et à ce moment-là, quand vous avez tapé cette commande, vous pouvez mettre à niveau ces paquets en faisant tout simplement sudo apt upgrade et vous copiez le nom du fichier qui est donné là. Là, vous prenez celui-ci, vous le copiez, vous venez le mettre là. Et enfin, celui-ci, vous le copiez, venez aussi mettre ça ici. Et là, souvenez-vous, je vous avais dit que vous pouvez mettre le paramètre yes pour tout simplement installer sans vous demander quoi que ce soit. Et regardez, on vous dit que ça va télécharger 67 mégas pour cette mise à jour. Regardez, ma connexion internet est très mauvaise. Elle n'est pas bonne. Vous voyez les temps que ça vous donne, c'est vraiment énorme. Je vais tout simplement mettre la vidéo en pause. Bon, comme j'ai lancé ça pour que vous puissiez voir, je vais laisser ça progresser. Je ne vais pas annuler de peur que je ne puisse pas casser les paquets. Parce que quand vous faites un upgrade, il est souvent interdit d'annuler les processus lorsqu'il a déjà commencé. Parce que vous allez casser les paquets. Et ça, moi, je ne vais pas faire. Je vais laisser avancer jusqu'à ce que ça va finir. Et on se retrouve dans quelques minutes alors. Alors, pendant que le téléchargement ici continue, on va ouvrir une autre fenêtre et nous allons continuer autre chose le temps que ça puisse terminer. Et ici, on a vu la commande ici. Vous avez l'upgrade, on a aussi vu ça. On va d'abord explorer les autres commandes. Vous avez la commande ici apt search. On va l'utiliser ici. La commande apt search permet de rechercher l'option passer en paramètres. Je peux rechercher VLC. Il va chercher dans tous les systèmes de fichiers. Il a trouvé que VLC existe. Ici, on vous donne toutes les dépendances de VLC. Vous avez cette commande peut aussi. Vous avez une autre commande qui peut être utilisée. Celle-ci, au fait, vous pouvez aussi utiliser apt get apt cache search. C'est pareil, vous mettez VLC. L'affichage est tout simplement différent, mais c'est pareil. Alors j'efface. Vous pouvez utiliser la commande apt show qui vous
permet de voir des informations sur un paquet de données, sur un paquet Linux. Je peux voir VLC, par exemple, on vous donne les détails. Je peux voir Open SSH, par exemple, Client. Ici, on vous dit il y a un enregistrement supplémentaire. Vous pouvez utiliser ces paramètres ici pour pouvoir le voir. On vous a donné ici des détails sur la commande. Donc ici, on a vu apt search. Vous avez apt show ici. La commande ici apt install, on va la voir après. Vous avez ici apt get check qui vous permet de vérifier si vous n'avez pas un problème dans votre gestionnaire des caches. Donc les caches des paquets. Et ici, vous n'avez pas besoin d'utiliser la commande sudo. Vous faites apt get check. Vous voyez, on vous dit que la permission n'est pas accordée. On va ajouter les sudo ici. Sudo. On met le mot de passe, c'est un nouveau shell. Mais on vous dit ici que could not lock, tout ça ici. Pourquoi? Parce que vous avez ici un processus d'installation qui est presque à la fin et on doit attendre que ce processus puisse terminer. Donc on va y revenir un peu après. Alors ici, vous avez ici la commande wget. Avant cela, vous avez ici la commande do release upgrades. Alors c'est une commande que je vais juste vous expliquer, mais on ne va pas la taper pour ne pas éviter de casser les paquets de notre système. Au fait, si vous tapez la commande sudo do release upgrade, ça permet tout simplement de mettre à niveau votre système d'exploitation de la version en cours vers la version supérieure. Par exemple, nous ici, on a la version 20.04. Si on mettait à niveau, nous irons à la version 22.04. Et si vous étiez à la version 22, vous irez à la version supérieure. Alors, c'est une commande que je ne veux pas taper. Do release upgrade. Pourquoi? Parce que tout simplement, dès que vous entamez cette commande, si du coup vous annulez, ça va casser les paquets de votre système et vous devez faire des réparations. Ça va nous prendre beaucoup trop de temps et je ne vais pas le faire. Ici, on peut explorer la commande ici wget qui vous permet de télécharger une page web directement à partir de votre shell. Par exemple, ça peut ne pas être vraiment assez pratique. Je vais par exemple essayer. Vous voyez ici, je suis dans le home directory de Sypha. Si vous faites ça, vous êtes dans le home directory de Sypha. Alors je vais faire par exemple wget. Je vais mettre, vous pouvez mettre ce paramètre -r pour faire une recherche récursive. Vous pouvez rechercher un lien, par exemple www.virtualbox.org. Et là, ça va télécharger de façon récursive tous les contenus de virtualbox.org. Alors ici, vous allez voir que ça ne sera pas vraiment très pratique. On vous dit qu'il est impossible de résoudre l'adresse. Apparemment, c'est virtualbox.org. C'est ça. Je vais réessayer. Échec temporaire de la résolution du nom. Ok. C'est peut-être un problème d'Internet. Alors je vais quitter ici et on revient. L'installation a terminé. Je vais nettoyer l'écran. On va faire ici, on va commencer avec la commande qu'on n'avait pas fini de tester. Sudo apt get check. Et là on vérifie, ça vous a vérifié et il n'y a aucun problème.
les paquets de votre gestionnaire des paquets est clean. Alors on va faire ici wget -r www.virtualbox.org. Ouais, ici ça se connecte et c'est en train de télécharger beaucoup de choses là. En fait, c'est en train de télécharger tous les contenus de la page d'accueil. Et ici, vous allez voir, c'est pas vraiment très pratique. Ça va télécharger les JavaScript, tous les styles, toutes les pages HTML et consorts. Et vous allez voir, il y aura beaucoup de choses qui seront téléchargées. Et ça, ce n'est pas vraiment très pratique. Cette commande est beaucoup plus pratique lorsqu'on l'utilise pour télécharger soit un fichier spécifique. On verra par exemple ça lorsqu'on va configurer les serveurs DNS. Alors je vais annuler. Si vous regardez ici dans les répertoires, certainement ça aura créé un répertoire. Vous voyez ici, vous avez le répertoire www.virtualbox.org. Je peux entrer dans ce répertoire là. Vous voyez, vous avez des éléments de la page d'accueil. Par exemple, vous pouvez visualiser l'index.html ici. Et là, si vous faites par exemple vim index.html, vous allez voir, voilà les contenus de cette page d'accueil de VirtualBox. Alors ça, c'est pas vraiment trop pratique. Vous pouvez quitter ici, mais au moins vous avez vu, parce que si vous mettez un lien hypertexte ou vous avez un fichier qui vient d'un serveur FTP, HTTP, vous allez télécharger les fichiers en question. Alors ici, on va voir la commande auto remove, mais avant cela, je vais installer d'abord quelque chose avec la commande apt install. Ici, on peut installer sudoku, fait clear, voilà, clear sudo apt install pour installer un logiciel. Vous mettez le nom du logiciel, le nom du paquet, c'est sudoku. Et là, si vous avez d'autres paquets, vous pouvez les mettre sur une même ligne. Et là, je valide et ça va installer sudoku. C'est un jeu et tout juste après l'installation, je peux l'utiliser. Faites sudoku comme ça. Voilà les jeux en question. Je vais quitter. On me dit appuyer sur quit game. Alors, je vais désinstaller les sudoku ici. Vous avez fait deux commandes. Vous pouvez utiliser la commande dpkg ou vous pouvez utiliser la commande apt auto remove. On va d'abord utiliser celle-ci. Alors je vais faire sudo apt auto remove, puis vous mettez le nom de la commande du paquet, c'est sudoku. Et là, ça va désinstaller sudoku. Vous voyez, on vous demande la confirmation. Pour faire ça sans avoir besoin de demander la confirmation, vous ajoutez l'option yes. Le paramètre yes comme ça à la fin ou au début, c'est pareil. Et là, ça va désinstaller le paquet sudoku. Alors, vous pouvez aussi utiliser la commande dpkg. Vous faites sudo dpkg et vous allez mettre l'option R pour désinstaller. Alors, en parlant toujours de la commande ici dpkg, vous avez cette commande permet d'installer des logiciels avec extension .dev. Souvenez-vous, il y avait ici, si vous venez dans Downloads, le lien symbolique qu'on avait créé, quand vous faites ls, il y avait le fichier ici qu'on avait téléchargé de VirtualBox. Remarquez, il a l'extension .dev. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer VirtualBox. Regardez, si vous venez rechercher VirtualBox ici, VirtualBox, ça n'existe pas, mais nous allons l'installer en mode commande. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais faire sudo dpkg -i et puis je vais mettre VirtualBox, l'extension, le fichier dev. Et à ce moment-là, ça va démarrer le processus d'installation en mode commande.
Et une fois que ça aura fini, vous allez voir que VirtualBox sera désormais installé dans votre système. Et il peut arriver par exemple que ça échoue, c'est possible. Remarquez ici, on vous dit des erreurs ont été rencontrées. Ça veut dire que l'installation ne s'est pas passée correctement. Et ça peut être dû à beaucoup de choses. Alors on va voir ici, de sélectionner. Je vais réessayer. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. On va essayer de nouveau. Voir si ça va installer correctement. Vous voyez là, c'est en train de dépackager. Et puis, traitement, problème de dépendance, laisser non configuré. Alors, quand vous avez un problème pareil, vous pouvez d'abord essayer de faire un update. Faites sudo, faire cd, je fais cd téléchargement. Et puis je vais réessayer pour la troisième fois. Si ça refuse, je vais d'abord faire la mise à jour du système. Sudo, vous utilisez la commande ici, sudo apt update, et je vais ajouter l'option fix missing. Et si ça ne marche pas, je vais passer directement à autre chose. Alors, ça par exemple, c'était une façon de faire pour installer en utilisant l'extension. Vous voyez ça refusé. Sudo apt update. Donc j'ai dit je vais ajouter les fix missing. Fix missing. Alors ça peut ne pas résoudre les problèmes. Pourquoi? Parce que c'était pas un logiciel que j'ai installé directement à partir du paquet source d'Ubuntu. Mais ça, c'est un logiciel que j'ai tenté d'installer à partir d'un fichier avec l'extension dub. Donc là, si je recommence, ça peut échouer. Alors, lorsque ça échoue comme ça, vous pouvez rechercher les paquets ici des VirtualBox. Regardez, je vais faire apt search VirtualBox. Je vais rechercher ces paquets. S'il existe au moins, vous avez là les dépendances de ces paquets. Et on vous dit ici, ça existe. Vous voyez ça, j'ai utilisé les apt search. Vous pouvez utiliser les apt show pour voir exactement la version de VirtualBox. Je vais effacer. Je fais apt show. Et là, j'ai pas besoin d'être les sudo VirtualBox. Et ici, ça va vous montrer le paquet de VirtualBox. Vous voyez, c'est l'ancienne version, les 6.1.50. Pourtant, la version que je suis en train de tenter d'installer, c'est la version 7. Alors, remarquez qu'il n'y a pas compatibilité. C'est la raison pour laquelle ça ne l'installe pas correctement. Et une chose que vous pouvez faire, vous pouvez venir ici dans la Logitech d'Ubuntu. Bien sûr que ça prend beaucoup trop de temps pour charger. Et vous recherchez VirtualBox et vous allez l'installer là. Si par exemple, ici, je tapais, ici par exemple, je vais effacer l'écran. Je vais fermer ces shells ici. Je vais fermer les shells, exit. Je vais effacer l'écran. Si par exemple ici j'ai tapé la commande sudo apt install VirtualBox, je ne vais pas mettre l'option parce que je ne vais pas l'installer directement. Je vais voir ce que ça va me donner. Vous voyez, il constate que il y a un problème avec la précédente installation. Et on vous dit que vous pouvez lancer la commande apt fix broken install pour corriger le problème. Alors, vous prenez juste cette commande ici et vous allez exécuter ça en mode sudo apt fix broken install pour que ça tente de réparer. Probablement, ça peut échouer. Vous voyez là, ça accepte.
Et certainement, ça va tenter de télécharger à partir d'Internet des paquets supplémentaires pour essayer de corriger les problèmes. Mais remarquez que c'est très rapide. On vous montre ici, il reste 8 secondes à peu près. On va essayer d'attendre 5. Et là, c'est en train de réparer ce qui n'a pas marché. Vous pouvez lire ce qu'on vous donne ici. On vous dit que les paquets supplémentaires suivants seront installés. Ça va installer tout ça. Et ici, on vous dit qu'on vous suggère d'installer ça, les Qt. Et on vous dit que les nouveaux paquets suivants seront installés. Donc ça va installer tout ça ici. Et là, on vous dit que ça va prendre 47 mégas d'espace supplémentaire. Et ici, regardez, c'est en train de paramétrer. Et on vous dit if your system is using boot, mais c'est un kernel. Bon, ça vous pouvez tout simplement lire. Alors je vais vérifier si réellement il est installé. Je vais venir là, je tape VirtualBox. Vous voyez, VirtualBox a été correctement installé, la version 7. Alors vous voyez, ça ce sont des petites choses que vous pouvez faire. Et vous allez voir que quand j'ouvre le VirtualBox ici, je peux aussi installer les packs d'extension. Les packs d'extension ici. Vous avez la possibilité de venir ici dans les paramètres. Et vous pouvez ajouter, il y a quelque part là, vous ajoutez les packs d'extension. Je vais voir, c'est dans les options. Oh là là, ça ne veut pas se fermer. Ça s'est fermé brusquement. Je vais ouvrir de nouveau. Je peux faire en sorte que VirtualBox reste sur le lanceur là. Vous connaissez déjà ça. Gardez dans les favoris. Ensuite, j'aimerais avoir le pack d'extension là. Et regardez, je peux install. Je vais venir sélectionner ça. J'avais mis ça dans Downloads. Ça, c'est le raccourci. Voilà le pack d'extension. Vous l'ouvrez tout simplement. Et ça va s'installer. C'est la même version parce qu'on avait téléchargé la fois passée. Vous acceptez tout simplement. Ici, on vous demande le mot de passe du root, c'est SIFA. Et là, c'est en train d'installer, vous voyez, le pack d'extension a été installé. Et à ce moment-là, si vous voulez, vous pouvez installer une nouvelle machine virtuelle, comme vous voulez. Et cette machine virtuelle sera installée dans votre ordinateur Linux. Si vous venez ici, vous avez VirtualBox dans votre machine virtuelle. Alors là, on l'a installé en mode commande. La même chose comme je vous avais dit, vous pouvez venir la rechercher ici sur la Logitech d'Ubuntu. Ici, vous avez la possibilité de rechercher quoi? VirtualBox. Très souvent, les versions qu'on vous donne quand vous faites de la recherche comme ça, des fois, ce n'est pas nécessairement la dernière version, mais s'il a détecté que vous avez déjà la dernière version installée. Et là, vous avez des mises à jour que vous pouvez appliquer. Vous pouvez l'appliquer n'importe quand, comme vous voulez. Alors, je vais fermer ça. Voilà comment est-ce que vous pouvez installer des logiciels. Et si vous voulez désinstaller en utilisant la commande dpkg, vous utilisez l'option -R. Alors, vous avez ici la dernière commande. Vous avez la commande dpkg reconfigure. En fait, cette commande est souvent utilisée lorsque vous voulez reconfigurer un certain nombre de services. Généralement, par exemple, MySQL. Si vous voulez changer le mot de passe de MySQL, vous devez être le sudo et vous tapez la commande dpkg reconfigure. Et vous mettez ici MySQL Server. Et ici, ça va essayer de tenter de reconfigurer MySQL Server pour changer par exemple le mot de passe. Ici par exemple, regardez, ça ne fait rien. Pourquoi? Je ne sais pas. On va réessayer. Si vous faites comme ça, on vous dit que vous devez indiquer un paquet.
Moi, je souhaitais reconfigurer MySQL. Je vais d'abord faire comme ça. On vous dit que ça ne les reconnaît pas. On vous dit que le paquet MySQL n'est pas installé. Si vous faites par exemple apt show MySQL server, c'est le nom du paquet. On vous montre que vous avez MySQL Server installé. C'est la version 8 sur le Ubuntu 24 ici. Alors, c'est bon. Mais quand vous tapez les reconfigure ici, vous voyez là par exemple, ça ne fait rien. Généralement, il sert à ça. Je vais par exemple essayer, je ne sais pas si j'avais installé le phpMyAdmin. On va tester phpMyAdmin. Vous voyez ici, vous voulez reconfigurer phpMyAdmin. Et puis ici, on vous demande, faut-il réinstaller la base de données? Vous pouvez dire yes. Ici, on vous demande de sélectionner, vous voulez le socket Unix ou bien vous voulez le TCP/IP. Je prends par exemple TCP/IP, localhost. Est-ce que vous allez utiliser ces numéros de port? Yes, c'est MySQL. On vous demande la valeur par... vos possibilités sont default, etc. Vous n'avez qu'à lire. Ici, je peux laisser par exemple ici default, c'est phpMyAdmin. Je laisse tout par défaut. Et ici, regardez, on vous donne la possibilité de changer le mot de passe de phpMyAdmin. Alors nous, on avait laissé Sifa, pour faire facile. Valider, je confirme, je mets Sifa. Et tout le reste, je vais laisser par défaut. On avait gardé Apache comme serveur. Et là, vous voyez, ça finalise le processus de configuration. Ça, c'est une façon que vous pouvez utiliser pour reconfigurer certains services. Alors, voilà un peu ce que vous avez à faire. On a vu beaucoup de choses. On a vu la gestion des permissions. Et enfin, on a fini avec les commandes de mise à jour. Et dans la vidéo prochaine, nous allons voir la gestion des processus, la gestion des disques, ensuite la gestion des processus pour finir avec des commandes avancées de Linux. Merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo.